Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien là pour la saison 6 de Washington DC, le podcast, l'émission qui vous parle de l'Amérique dans tous ses états, l'émission qui parle de l'Amérique politique dans tous ses états. Et pour faire cette émission, comme depuis 6 saisons, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon camarade Isnogood. Bonsoir Isnogood. Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Alors, on est le 21 octobre 2025, ça fait un bon moment qu'on n'avait pas enregistré d'émission. On commence cette saison 6 fin octobre, voilà, c'est une émission de gauche, avec j'espère pas un son de gauche, mais en tout cas on fait tout, on essaie de faire le maximum pour ça. Mais on va revenir sur cette Amérique plus trumpiste que jamais, parce qu'il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est quitté en début d'été, hein, et on va pas avoir le temps de vous parler de tout, notamment je pense de l'assassinat de Charlie Kirk, puisqu'il y a eu d'autres actualités, une actualité chasse l'autre, surtout aux États-Unis et surtout dans le monde politique. Isnogood, il y a peut-être quelque chose avant qu'on commence à aborder les sujets genre le shutdown, l'ICE, le mouvement No King, l'utilisation de l'armée contre les villes démocrates. Est-ce qu'il y a un événement, alors moi à part peut-être l'assassinat de Charlie Kirk, qui t'a marqué durant notre longue pause estivale et même de début d'automne? Il y a tellement de choses. Et ouais, c'est compliqué. Trop de choses. Et c'est vrai que une actualité chasse l'autre. Le dernier truc là au moment où on se parle, c'est Trump qui est en train de démolir une aile de la Maison Blanche. Oui, pour faire une salle de bal. Oui, mais c'est tellement représentatif en fait cette image de d'un mur de la Maison Blanche démoli. Je trouve que ça représente tellement bien l'Amérique actuelle. Moi, j'ai arrêté de compter notamment le nombre de fois où il a changé d'avis sur l'Ukraine. C'est parce que à chaque fois les journalistes sont voilà ce qu'a dit Trump. Oui, mais il dit l'inverse le lendemain. Oui, donc... je pense l'Ukraine, Gaza, on n'aura pas le temps. Je pense. Mais... Oui, lui non plus visiblement. Oui. On commence. De toute façon, il a Trump a un temps d'attention d'à peu près 24 minutes. Donc sur ce genre de. Et encore, je suis gentil. 24 secondes, ce serait plus ça. On commence avec un sujet. Alors, on est une émission. Alors effectivement, il y a une actualité internationale, mais on va parce que c'est notre cœur de métier, mais non, notre cœur de podcast, on va dire, de sujet. On va commencer par l'actualité américano-américaine en interne. Et pourtant, il se passe pas grand-chose au Congrès. Tu m'as cité juste avant qu'on lance l'émission une statistique absolument incroyable. Je te laisse la redonner sur à quel point les élus américains sont vraiment à fond. Oui. Alors, la Chambre des représentants, sur les 16 dernières semaines, elle n'a siégé que 20 jours. Voilà. Vous plaignez les députés français, regardez. Voilà, on en est, à l'heure où on se parle, je crois, quelque chose comme 4 semaines que la Chambre ne siège plus. Ah oui, mais, et pour une bonne raison, une raison assez implicite, qui a tout à voir avec rappelez-vous de l'affaire Epstein. Rappelez-vous, elle revient, elle repasse par ici en Angleterre, mais elle passe surtout aux États-Unis, puisque pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, alors on appelle ça une pétition, mais en gros il y a je sais pas comment on pourrait dire en français, une proposition, je sais. Une motion. Oui. Une motion de vote ou une motion de discharge, je sais pas comment. C'est compliqué, hein, parce que on n'a pas le vocabulaire français, mais grosso modo, dites-vous que si cette motion est signée, en fait, la Chambre des représentants serait obligée de se prononcer sur les mots m'échappent, sur la publication, on va dire, des fichiers, des fameux fichiers, des dossiers Epstein. Oui. Et il se trouve qu'il en faut 218, si je dis pas de bêtises, ou 217. 218. 218, et qu'il y a déjà 217 signatures.
signatures, à savoir l'intégralité des démocrates et quelques élus républicains. Il en manque une de signature et il se trouve eh bien qu'une démocrate a été récemment élue en Arizona, je ne sais plus, Virginie. Arizona. En Arizona, voilà, qui s'appelle donc Adelita Grijalva, ou Grijalva, je ne sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est très simple. Son père est décédé en cours de mandat. Et donc, elle a gagné la primaire démocrate. Et elle a gagné derrière en Arizona. Voilà. Enfin, une fois qu'elle avait gagné la primaire démocrate, c'était à peu près gagné, étant donné le découpage électoral. Le découpage électoral. On y reviendra peut-être. Ouais. Mais donc voilà, en tout cas, cette dame démocrate a gagné cette élection. Mais le président républicain de la Chambre des représentants refuse depuis plus de 20 jours bientôt de valider cette élection. Je vous le fais vraiment très simple, parce qu'en fait, cette dame a annoncé qu'elle signerait cette motion et donc ce qui obligerait la Chambre des représentants à voter sur le dossier Epstein, ce que la direction républicaine du Congrès ne veut absolument pas. Voilà, entre autres, pourquoi la Chambre des représentants n'a plus d'ordre du jour et que voilà, on est face à un système de blocage. Et un autre blocage qui arrive, du coup, c'est un blocage économique, c'est le fameux shutdown. Alors là, si on était sur BFM, je te mettrais des orages et un bruit de qu'est-ce que c'est que le shutdown? En fait, est-ce que tu peux nous expliquer à quel point c'est une connerie que les USA s'infligent à eux-mêmes? Oui, en fait, aux États-Unis, on considère qu'il faut que pour que l'État puisse dépenser de l'argent, il faut qu'un budget ait été voté. En l'absence de budget, en fait, un budget, c'est très compliqué. En fait, c'est découpé en plusieurs lois budgétaires suivant les secteurs. Il y en a un pour l'armée, il y en a un pour l'éducation, il y en a un pour l'agriculture, etc. En tout, en général, il y a 12 lois. Il faut que les deux chambres s'accordent sur les lois. Bon, c'est relativement rare que ça arrive pour l'ensemble des choses, et ça se termine souvent par ce qu'ils appellent une continuing resolution, en gros une résolution budgétaire qui dit, en gros, on prend le budget de l'année précédente, on fait quelques modifications. Voilà, s'ils arrivent vraiment pas à s'entendre, on reproduit à l'identique le budget de l'année précédente, ajusté de l'inflation, ce genre de choses. Et le problème, c'est que si vraiment, c'est que ça dure un certain temps, généralement 1 an max, et si la deadline arrive et que rien n'a été voté pour continuer, donc il n'y a pas de résolution budgétaire, et ben les dépenses s'arrêtent. C'est-à-dire que l'État, à part certains secteurs jugés essentiels, l'État s'arrête. En fait, il ne paye plus les fonctionnaires, donc ils sont au chômage technique, ils restent chez eux, à part les gens qui sont réquisitionnés parce qu'ils sont jugés essentiels, genre les militaires par exemple, ou les contrôleurs aériens par exemple. Mais ces gens-là, ils sont pas payés. Donc il y a une loi qui dit que ils doivent avoir, une fois que le budget est voté, en fait, ils récupèrent la paye qu'ils n'ont pas eue. Donc ils récupèrent la paye en retard. Mais par contre, actuellement, les gens ne sont pas payés. Donc les gens qui sont pas essentiels, en fait, ils bossent plus. Et les gens qui sont essentiels, ils bossent sans être payés. Donc, ce qui risque d'arriver, par exemple, c'est qu'au bout d'un moment, les contrôleurs aériens, ils vont en avoir marre et ils vont se mettre en arrêt maladie, ce qui arrive classiquement dans ce genre de cas. Hein. Et là, ça va commencer à se sentir. Surtout que ça fait un moment là. Ça date pas d'hier, quoi. C'était le 30 septembre, donc on en est déjà à 21 jours. Alors, le record absolu du shutdown, c'est déjà détenu par Trump lors de son premier mandat, je crois que c'était 35 jours, ce qui est énorme. Je crois que le deuxième plus long, c'était 17. Donc là, maintenant, c'est celui-là, en cours, du coup, le deuxième plus long. Oui, c'est celui-là, et puis là, on n'est pas parti pour s'arrêter. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est qu'il y a un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que quand le shutdown est là, en fait, il est là. Donc en fait, toute la question qui se pose pour les deux grands partis politiques, c'est à qui le public va-t-il, l'électorat, on va dire, va-t-il attribuer la faute?
Pour voir le niveau de dinguerie... Généralement, quand vous êtes parti au pouvoir et que vous avez la majorité dans les deux chambres... Ouais. Pour voir le niveau de dinguerie, en fait, actuellement, les militaires ne sont pas payés. Alors, ce que Trump... pas tout à fait, mais vas-y. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Trump a magouillé en utilisant de l'argent qui était pas destiné à ça et qu'il a utilisé pour la paye des militaires. Ils sont payés 2 fois par mois. Donc, ils ont eu leur paye, je crois, du 15 octobre. Trump ayant en fait utilisé illégalement d'une ligne budgétaire pour faire ça. Mais bon, en fait, personne va aller contester ça parce que vous n'allez pas aller en justice pour faire en sorte que les militaires soient pas payés. Soient pas payés, oui, c'est voilà, clair. Ça serait extrêmement impopulaire. Mais ça peut pas se reproduire à chaque fois. Donc, il va y avoir très prochainement un problème. Et il y a des gens qui vont perdre plusieurs semaines de paye, voire mois. Parce que si vous voulez que le fait que les employés des parcs soient pas payés, je pense que Trump en a rien à foutre. Voilà. Mais les militaires, les contrôleurs aériens ou certaines choses de prestige, ça commence à se voir. Et en plus, je disais que les fonctionnaires, eux, avaient leur paye en retard. Mais par contre, les contractuels, les sous-traitants, eux, ils sont pas payés du tout. Ouais. Pour eux, l'argent qu'ils ont pas là, il reviendra pas. Et comme je disais, maintenant, la question qui se pose dans les états-majors des deux grands partis, c'est de ça. Qui sait que le grand public va taper pour ça, qui va rendre responsable pour ça. Alors le pays est tellement polarisé. À une époque, ça pouvait jouer, mais maintenant, le pays est tellement polarisé que de toute façon, il y aura pas un grand responsable. Mais reste que il y a un seul parti, donc le Parti républicain, qui a la présidence, le Sénat et la Chambre des représentants, ou ce qu'il en reste quand elle veut bien bosser. Mais là, étant donné que la Chambre des représentants veut pas revenir, enfin les républicains veulent pas faire revenir la Chambre des représentants pour éviter le coup de l'affaire Epstein, le discours officiel des républicains de la Chambre, c'est comme il faut 60 voix au Sénat pour passer une résolution budgétaire, nous ça sert à rien qu'on siège. Et on va attendre que le Sénat soit mis d'accord. Alors 60, voilà. Alors sachant que le rapport est 53-47, 53 républicains, 47 démocrates, mais il y a aussi une autre baise, c'est que lors du précédent shutdown, je crois que c'était l'année dernière, à peu près à la même époque, en fait, les démocrates et notamment leur chef de file, Chuck Schumer, s'étaient alignés, ils avaient trouvé un accord avec les républicains. Et il s'était fait vraiment taper sur les doigts parce qu'il faut imaginer que un électorat démocrate qui s'est déjà pris la victoire de Trump dans la gueule, voit en plus son état-major abandonné en race campagne. Quoi. Voilà. Imaginez par exemple que les socialistes disent qu'on va voter le budget. Oui, complètement au hasard. Voilà, et pas s'abstenir, mais voter le budget. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il y a eu ça. En plus, les républicains derrière les ont eu, quoi, parce qu'ils ont baisé. Parce qu'autant il faut 60 voix pour accorder des crédits. Par contre, pour en enlever, il faut qu'une majorité simple. Oui. Et ils se sont pas privés de le faire. Oui. Donc, non seulement l'électorat démocrate est vraiment pas chaud pour un accord, mais en plus, derrière, les démocrates se sont fait avoir une fois. Voilà. S'ils se font avoir 2 fois, c'est finito pour eux. Hein. Il y a zéro confiance avec les républicains et encore moins avec Trump. Voilà, surtout que Trump, utilise les moyens de manière illégale, tu l'as dit. Voilà, en fait, c'est des moyens déliés à des fonds de recherche. Voilà, sans compter que, alors, on parle des lois de, je sais pas comment ça se dit en français, c'est rescission en anglais, les lois d'annulation de crédit. Mais Trump lui-même, en fait, se prive pas d'annuler carrément des lignes de crédit. Sur des projets qui sont déjà engagés et il fait ça de façon tout à fait ciblée sur des États démocrates, sur des villes démocrates, sur des infrastructures, genre des ponts à New York, des tunnels, des lignes de chemin de fer. C'est-à-dire que voilà, non seulement le shutdown, vous voyez, c'est pour le niveau de confiance, il est d'inconfiance, il est là. Donc on sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et honnêtement, moi j'en ai aucune idée de comment ça va se terminer. Je pense qu'au bout d'un moment, la pression sera telle sur les républicains qu'ils n'auront pas d'autre choix que de faire un accord. Mais même là, on sait pas jusqu'où Trump est prêt à aller. Voilà. Sans doute assez loin.
Et il y a un petit point annexe, c'est que il y a les crédits d'assurance santé, en fait les subventions pour les assurances santé qui expirent au 1er novembre. Ce qui concrètement va faire augmenter les primes d'assurance d'une bonne partie de la population de façon monstrueuse. Et ça va se sentir directement dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auront pas les moyens de renouveler leur assurance santé ou qui vont perdre énormément d'argent dans cette histoire. Et donc c'est une des demandes officielles des démocrates, c'est en fait parce que les républicains ont déjà proposé en fait une résolution budgétaire qui se contentait de reconduire le budget. Mais d'une part, les démocrates n'y croient pas parce que derrière, ils peuvent toujours venir sabrer dans les budgets. Et d'autre part, les démocrates réclament cette extension des subventions d'assurance santé. Et c'est un vrai gros sujet, et même certains républicains sont pour cette extension, parce que électoralement derrière, ça a un impact. Alors ironiquement, l'électorat trumpiste est assez touché par ce sujet-là. Oui. Et vous avez, alors c'est assez curieux, mais des gens comme Marjorie Taylor Greene, qui est parmi en fait les républicains les plus à droite et les plus tarés, les plus tarés. Alors les plus tarés, mais si on regarde ses dernières prises de position, en fait, elle a signé la pétition pour la motion, dont on parlait tout à l'heure. La motion, elle a signé la motion pour publier les fichiers Epstein, et elle vient de dire que pour elle, il y avait aucun doute qu'il fallait reconduire les subventions pour l'assurance santé. Après, c'est un petit peu comme si vous vous retournez et que vous apercevez que l'adulte dans la pièce, c'est Pascal Praud. On en est à peu près là, quoi. Alors, les mauvaises langues disent que c'est peut-être parce qu'elle a 3 enfants majeurs qui sont sous Obamacare, et qu'elle va être directement touchée par la fin des crédits. Mais bon. Bah écoutez, on en rigole, mais c'est vraiment pas drôle, parce que c'est vraiment, enfin, Marjorie Taylor Greene, c'est pas une gentille, hein. Quand je dis que c'est une tarée complète. Je sais plus si c'est elle qui avait dit qu'il y avait qui croyaient au le fait que le gouvernement contrôlait la météo, ou les juifs, ou je sais pas quoi. Je sais jamais si c'est elle ou Lauren Boebert. On les confond, hein. Ouais, c'est son qu'elle est du Colorado. Les zinzins, on les confond. Ouais, mais non, mais voilà où on en est. Et surtout, il y a une situation qui est complètement kéblo. Enfin, c'est vraiment, en France, on a des mécanismes pour empêcher ce genre de choses. Mais là-bas, vraiment, ils se tirent une balle en pied. Et personne ne sait comment ça va finir. Et donc, on vous tiendra au courant tout au long des émissions de Washington DC. Restez avec nous. Mais tu parlais tout à l'heure, je vais faire une transition. De l'utilisation des moyens par le gouvernement Trump, qui, rappelons-le, c'est un peu là-dessus qu'on s'était quitté lors de la saison 5, est un des gouvernements, enfin c'est le gouvernement le plus corrompu depuis la Seconde Guerre mondiale. Tu parlais d'utilisation des moyens contre ses ennemis. On peut commencer à parler notamment du ministère de la Justice et aussi du fait que, alors le ministère de la Justice, Trump l'envoie contre ses ennemis politiques, mais il envoie également l'armée contre des villes démocrates. Alors je sais pas par quoi tu veux commencer, la justice, l'armée. Allez, fais-toi plaisir, si j'ose dire. En fait, alors déjà le ministère de la Justice, il a nommé comme ministre de la Justice une de ses anciennes avocates qui n'a absolument rien d'impartial
qui Ni de compétences, hein. Voilà, ni de compétences, voilà, tout à fait. Et tout le monde le sait, mais le Sénat a voté ça. Et Aucun en problème. fait, il y a une purge. Alors, c'est pas spécifique au ministère de la Justice, mais il y a une purge au sein du ministère de la Justice où tous les procureurs qui ont travaillé sur les dossiers Trump, sur les dossiers d'ingérence russe, sur les dossiers de corruption, ils ont tous été virés quasiment. Tous ceux qui refusent de signer des inculpations, des demandes d'inculpation d'ennemis politiques de Trump sont également virés. Les enquêteurs du FBI ont été largement purgés aussi ou réorientés. On va en parler après sur des dossiers d'immigration pour faire la chasse aux étrangers. Donc actuellement, Poutine, il doit se frotter les mains, hein, parce que là, c'est et pas seulement lui. Enfin, tous les pays étrangers qui veulent faire de l'ingérence, de l'espionnage ou le crime organisé, etc. Il suffit de payer. Voilà, c'est actuellement les services de la justice sont en train d'être démantelés, quoi. Et t'as aussi le fait est que il y a le fait que Trump va contre ses ennemis. On pourrait parler de James Comey, donc ou de comment il s'appelle John Bolton. John Bolton, merci. Ouais. Qui sont des anciens alliés de Trump, qui sont devenus adversaires et du coup qui se retrouvent au sein de procès qui sont prétextes et dont tout le monde le sait. Et ça n'ira, j'espère, pas bien loin ou pas plus loin que ça. Mais là, on est vraiment dans dans de la corruption pure, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que c'est là qu'on revoit clairement que c'est un gouvernement fasciste, un gouvernement d'extrême droite. Il y a aucun respect pour la justice. C'est-à-dire la notion même du ministère de la Justice américain ne veut plus rien dire. Tout le monde sait aujourd'hui qu'elle est achetable, qu'elle est dépendante de pour qui tu votes, elle est dépendante de pour qui tu payes. Et ça c'est la justice, mais au même niveau de l'armée. L'administration Trump utilise des prétextes dont tout le monde sait que c'est le cas, de pseudo-violence, etc., pour envoyer l'armée dans des villes qui sont à majorité démocrate et qui sont en plus généralement avec des majorités noires. Enfin, là, on est vraiment dans l'application concrète d'un agenda fasciste pur. Et je vais même plus loin, c'est un autre sujet qu'on avait mis, mais l'ICE, qui est donc la police de l'immigration, qui n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une nouvelle Gestapo légale, la Gestapo était légale, mais d'une nouvelle Gestapo qui agit en plein jour aux États-Unis. On a vraiment tous les aspects d'un gouvernement fasciste qui se déploie. C'était prévisible. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission bien avant que ça arrive. C'était prévisible, ça arrive. Enfin, il y a limite aucune surprise. La seule surprise, ça pourrait être l'ordre, l'agenda, etc. Mais moi, quand je vois l'actualité aux États-Unis, il y a aucune surprise quand tu sais d'où ça vient, quoi. Une des raisons pour laquelle la base démocrate est très remontée contre le leadership démocrate, notamment du Sénat, c'est que la dernière résolution budgétaire alors était à peu près clean, sauf la partie qui augmentait drastiquement le budget de l'ICE. Et c'est donc ce que le leadership démocrate a aidé à faire passer pour éviter un shutdown. Et là, actuellement, si on vote une nouvelle résolution budgétaire qui reconduit juste le budget, en fait, on continue à financer. Voilà, on continue à financer en fait l'ICE à des niveaux absolument phénoménaux. Et il faut voir ce que c'est que l'ICE, hein. C'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent arrêter des femmes, des enfants, des hommes qui sortent de jugement en plein jour, qui envahissent les tribunaux, qui font de la menace violente, qui sont systématiquement avec des bagnoles surprotégées, qui sont systématiquement masqués, qui sont surarmés, et qui viennent en masse pour arrêter tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la peau blanche et qui se retrouvent sur une liste. On ne sait pas pourquoi. Ils ont des quotas même. Oui, non, mais il y a tellement d'exemples. Enfin, il y a des choses absolument complètement dingues. Par exemple, il y a quelqu'un, alors je sais plus le nom, qui est d'origine indienne, qui a passé 43 ans en prison
Donc il a été innocenté parce qu'en fait il n'avait pas commis le crime. Et à la sortie de prison, donc l'ICE était là, et ils l'ont embarqué et ils veulent l'expulser. Oui. Alors Oui, qu'il c'est il venait de sortir de prison, donc pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il était arrivé à, je crois, 9 ans aux États-Unis. Euh, Voilà, c'est bon, sans compter les citoyens américains qu'ils ont arrêtés, parce qu'en fait ils arrêtent aux faciès, ils arrêtent les gens qui parlent espagnol. Alors, je vais juste te donner le nom de ce monsieur. Alors, je suis désolé, je vais probablement très mal le prononcer. Il s'appelle donc Subramayam Subbu-Vedam. Voilà, juste, c'est son nom. Et effectivement, il est sorti de prison après 43 ans. Mais oui, comme tu disais, ils arrêtent des Américains, ils arrêtent de tout. Ils ont un quota, hein. Faut savoir, ils ont un quota à respecter. Et vraiment, bosser à l'ICE, c'est bosser pour la Gestapo. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller arrêter des Juifs, tu vas aller arrêter des Arabes et des Noirs. Ou des Mexicains, ou ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, vous allez croiser une Gestapo moderne. Et ils sont armés, ils sont masqués, ils ont des voitures banalisées, ils enlèvent des gens dans les rues. Enfin, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait passer pour des agents de l'ICE pour agresser des femmes, pour faire des braquages, parce que tu peux pas faire la différence en fait. Et aujourd'hui, on sait que, je sais qu'aujourd'hui, t'as des gens qui s'engagent parce que ça paye bien. Je suppose que les mecs qui sont là-bas, vu qu'il y a un budget absolument incroyable qui est fait, mais ils doivent recruter à tire-larigot, hein, vraiment. Oui, et puis alors c'était déjà un repère d'extrême droite bien avant. Oui, comme les flics chez nous. Oui, mais là c'est encore plus en fait. Oui, bien sûr. Les CIE, ça a jamais eu bonne réputation. C'est les gens qui sont là, c'est pas la crème de la police. Hein. Voilà comment est géré l'État. Comment est pas géré l'État aujourd'hui. Bah, si, il est géré parce qu'en fait, il y a un agenda politique fasciste qui est clair et qui est déroulé. D'ailleurs, qui était connu. C'était le projet 2025 ou c'est 2025. 2025, ouais. Qui est en train d'être déployé. D'ailleurs, il y a même plus de département fédéral de l'éducation. Allez, parce que pourquoi pas. Oui, alors il y a tout un tas de procédures judiciaires en cours parce que Trump a viré en fait énormément de fonctionnaires fédéraux de façon totalement illégale. Il y a eu beaucoup de jugements qui les ont suspendus. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ça remonte jusqu'à la Cour suprême, qui en fait, qui en fait lève les injonctions. Et en fait, même si en fait l'affaire est toujours en cours d'instruction, hein, elle suit son cours dans le processus judiciaire, sauf que les gens sont virés en fait. Donc en fait, au bout de... Qui va croire une seconde à la Cour suprême. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec le ministère de la Justice, mais même la Cour suprême. On sans parler de corruption, parce qu'il n'y a même pas besoin de corruption quand les gens qui ont été nommés sont déjà des gens qui viennent de chez Trump. Mais la justice, la Cour suprême aux États-Unis, tu demandes ça à un démocrate, personne n'a confiance, aucun démocrate ne va avoir confiance en fait, la Cour suprême. Il y a une résistance au niveau local, au niveau des juges fédéraux, même au niveau de beaucoup de cours d'appel. Mais en fait, à chaque fois, Trump demande à la Cour suprême de lever les injonctions. Et en fait, la Cour suprême ne rend pas de décision. Elle se contente de lever les décisions des cours d'appel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a un juge qui prend une décision en disant Trump n'a pas le droit de virer les fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Bon, donc après il y a appel, donc ça arrive à la cour d'appel. La cour d'appel dit on va examiner le dossier plus tard, mais en attendant, on a une injonction qui dit Trump n'a pas le droit de virer les fonctionnaires tant qu'on n'a pas étudié le sujet au fond, en fait. Et ce que fait Trump, c'est qu'il va devant la Cour suprême
Et il leur dit, moi, vous me levez cette injonction, Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Et en fait, la cour fait une décision en une ligne, en dit l'injonction de la 9e cour est levée. Et puis donc, la cour, dans quelques mois, elle va étudier le dossier. En attendant, les gens seront virés depuis des mois. Et puis surtout, la Cour suprême a inventé ce truc incroyable qui est qu'il vaut mieux une injustice plutôt qu'un... En fait, il considère que le fait que les gens soient virés ou qu'il y ait une injustice, c'est moins grave que d'empêcher le gouvernement de pouvoir faire ce qu'il veut, de mener sa politique. C'est exactement ça. C'est hallucinant comme doctrine. C'est exactement ça. Et c'est un énorme problème. Oui, c'est hallucinant comme doctrine. C'est le problème du système judiciaire actuellement aux États-Unis, c'est que la déférence de la Cour envers l'administration Trump. C'est-à-dire, elle considère que ce qui est le plus important, c'est que l'administration puisse agir sans entrave. Et après, on verra, on prendra des mois, des années pour étudier s'il avait vraiment le droit de le faire. Non, mais en attendant, il faut qu'elle puisse agir. Non, parce qu'avec ça, on fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est un principe judiciaire en mode, c'est pas de la justice, quoi. Évidemment, parce que les gens qui ont été, tous les enquêteurs du FBI qui ont été virés, ils vont pas attendre des mois d'être intégrés, ils vont aller faire autre chose. Et toutes les compétences qui ont été perdues dans l'administration fédérale, les gens, même s'ils finissent par gagner leur procès, ils vont pas réintégrer l'administration. Et entre-temps, ça aurait été désorganisé. Et... C'est un tel point pour vous dire à quel point c'est qu'aujourd'hui, alors c'est toujours pareil, détruire c'est facile, construire c'est difficile. C'est ça. Mais c'est-à-dire que même si demain un gouvernement différent, enfin un gouvernement démocratique avec une assemblée, enfin une chambre de représentants démocrates, allez, imaginons un Sénat démocrate à 60 voix, en 4 ans, ils peuvent pas reconstruire tout ce qui a été détruit en quelques mois, parce qu'en fait, la destruction, elle est méthodique, elle est volontaire, et elle bénéficie de complicité à tous les niveaux de pouvoir. Elle bénéficie de complicité avec la Chambre qui a complètement abdiqué son rôle. Parce que la stat en mode, ils ont travaillé que 20 jours sur les 16 dernières semaines, ça peut être rigolo, mais la réalité, c'est que le boulot de la Chambre, normalement, c'est de contrôler ce que fait l'exécutif. Le boulot de la justice, c'est de contrôler ce que fait l'exécutif. Normalement, le Congrès a le pouvoir de la bourse, c'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent les finances. C'est eux qui décident, voilà, on va dépenser tant de milliards pour la défense, de telle et telle façon. Et là, en fait, ils abdiquent. Ils abdiquent, ils ne contrôlent rien. Ils laissent l'exécutif faire tout ce qu'il veut. Et quand vraiment on verra je veux dire, quand la tempête sera passée et qu'on verra les dégâts, ça va être monstrueux. C'est-à-dire que je pense que les Américains s'en rendent pas vraiment compte là à l'heure actuelle, enfin en tout cas une grande partie, mais l'influence des États-Unis, on va revenir un peu à l'international, l'influence des États-Unis, elle sera toujours là parce qu'en fait ça reste une grande puissance économique, etc. Mais Trump est en train de saper un truc inachetable, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a nombre de pays qui le disent pas comme ça, mais évidemment, je suppose que c'est également le cas des renseignements français, mais qui ne communiquent plus toutes leurs informations aux États-Unis. Parce qu'ils savent très bien que les Russes vont y avoir accès dans la minute. Oui, je crois que c'est les Pays-Bas qui se sont rendus compte qu'en fait, les infos qu'ils avaient communiquées avaient été transmises aux Russes. Oui, et c'est impossible. Aujourd'hui, pour tout vous dire, là, je crois que c'était l'électoral vote qu'on a parlé, mais aujourd'hui, les acteurs économiques, internationaux font plus confiance à la Chine qu'aux États-Unis. C'est-à-dire en mode, les Chinois, ils sont durs en affaires, mais au moins quand ils vous disent un truc, ils le font. Là où Trump, il en a rien à battre. Les tarifs douaniers, pas les tarifs douaniers, mais les droits de douane. Pas comme ça. Les droits de douane, merci, parce que les tarifs, c'est pas ça. Mais les droits de douane, aujourd'hui, ça peut faire rire. Mais les droits de douane, ils sont là. Et aujourd'hui, personne ne comprend toujours pas pourquoi il y a ces droits de douane. Et ça a été fait au cas par cas. C'est une catastrophe pour la stabilité économique, pour planifier. On peut pas faire des importations, dire je vais faire une usine, je vais importer des pièces, importer de l'acier. Etc. Et là, on en vient à, pour moi, ce qui est un trait psychologique de l'électorat trumpiste. Aujourd'hui, quelque chose qui est ancré dans le truc, c'est pas qu'ils sont pas au courant qu'ils vont souffrir, c'est qu'ils sont satisfaits que ceux qui détestent souffrent plus. Oui. C'est vraiment ça. Il faut se mettre ça dans la tête. Je sais que c'est extrêmement difficile quand on est de gauche, etc. Mais il faut bien se voir que le niveau de désespérance ou de haine, il est tel qu'il préfère voir souffrir les gens qu'il déteste
plutôt que d'être heureux eux-mêmes. C'est tellement ils y croient plus et tellement ils sont rentrés dans ce système. Oui, et on a les mêmes, hein. Oui, on a les mêmes ici. On a les mêmes ici, hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Ici, ils préfèrent que les Noirs et les Arabes souffrent et soient dégagés de la France plutôt que de s'imaginer à un moment donné pouvoir être heureux. Mais c'est pour vous dire, on caricature souvent en disant ce qui arrive aux États-Unis arrive plus tard en France, mais c'est pas qu'une caricature. On en est déjà, nous cette année, ça commence à arriver les polémiques sur le nom de Noël. C'est-à-dire le fait que ça s'appelle soi-disant les démocrates veulent plus qu'on dit Christmas, mais les fêtes de fin d'année, ça arrive là via la bouche de Luc Ferry en France cette année. Ça avait déjà été tenté. Mais pour en revenir à ça, il y a quand même malgré tout des résistances, comme il y a des résistances dans tous les pays d'Europe qui sont aujourd'hui gangrénés par l'extrême droite. Et on peut peut-être en parler. Il y a un truc très intéressant. Alors, il y a le mouvement No Kings. Tu as parlé de la résistance locale des juges, mais moi, je voudrais parler de No Kings et de certains trucs qui commencent à se voir. Il y a quelque chose qui me rassure, me met un peu de baume au cœur malgré tout. C'est le fait que, alors certes, c'est des démonstrations pacifiques, etc., parce qu'il n'y a pas le choix, de toute façon, mais parce que sinon en face il y a trop d'armes, hein, pour être tout à fait honnête. Mais c'est surtout que les gens commencent à faire de l'humour. L'humour a pas disparu. Alors on le voit hein, même dans les manifs en France aujourd'hui, on continue à avoir des panneaux, etc. Mais là, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire des défilés déguisés en costume, etc. Alors l'humour, c'est la politesse du désespoir. Je vous fais la citation habituelle. Je sais même pas de qui elle est d'ailleurs. Mais je sais pas ce que t'en as pensé toi de ces manifestations No Kings. On parle quand même de plusieurs millions d'Américains qui ont défilé ce week-end. Alors, c'est intéressant dans le sens que ça permet aussi aux gens de se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls. C'est trop bien ça. Et Trump reste quand même impopulaire. Enfin, il est grosso modo autour de 40% d'opinion favorable. Ce qui est énorme. Oui, non mais oui, mais en fait, il a un plancher. En fait, il navigue sur, on est sur du 30, on va dire sur une trentaine de, les 25-30% de gens qui sont des fans hardcore qui sont dans la secte, hein, qui sont dans la secte, plus une dizaine de pourcents de gens qui sont moins fans mais qui voteront jamais démocrate pour rien au monde. Mais tout ça atteint pas les 50% en fait. Il faut se rappeler de ça. Trump n'a pas fait 50% des voix. Il était pas loin, mais il les a pas fait. Il était pas loin, mais il les a pas fait. Et en fait, il n'est pas tout à fait majoritaire dans le pays. Et il y a quand même une forte proportion de gens qui sont très opposés, qui sont très opposés à sa politique, et à lui et à tout ce qu'il représente. Ouais, non, c'est vrai que ça existe toujours, tout comme en France, il y a toujours une résistance malgré tout, même si elle faiblit. Il y a tout, parce que l'extrême droite n'est pas au pouvoir, donc c'est plus difficile de fédérer une résistance, mais enfin, elle n'est pas au pouvoir. Je m'avance un peu, mais formellement quoi. Mais là aux États-Unis, effectivement, il y a les gens ont pas envie de rester seuls. Après, j'ai lu des critiques qui sont pas complètement fausses, que je trouve. Dans le sens où, ok, il y a des manifestations monstres, les gens disent ok, on n'est pas d'accord, on fait des trucs rigolos, mais concrètement, ils vont pas aller s'interposer quand l'ICE fait des raids. Après, voilà. la résistance armée, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je parle pas de résistance armée, hein, je parle de cacher, de cacher ses voisins, d'essayer de les prévenir, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, je parle pas d'aller de prendre les armes et d'aller descendre les agents de l'ICE. C'est pas. Non, moi je pensais plus résister aux arrestations, etc. Oui. C'est-à-dire. Enfin, la résistance passive, c'est aussi ça, quoi. Alors peut-être que ça va arriver. Hein, c'est des choses qu'on a connues aux États-Unis dans les années 60. Les mouvements des droits civiques, il y avait des choses, de cet ordre-là. Où les gens savaient très bien qu'ils allaient se faire tabasser par la police et ils y allaient quand même, quoi. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Et il y a quand même une
une résistance sur certains points qui s'est quand même un petit peu émoussée, je trouve, parce que dans le premier mandat de Trump, quand il a annoncé le premier Muslim ban à l'époque, interdire l'accès l'accès au territoire des musulmans, il y avait immédiatement des mobilisations, des gens qui sont allés dans les aéroports pour parce que il y a des gens qui se retrouvaient qui étaient des résidents permanents et qui d'un coup pouvaient plus accéder sur le territoire. Et il y avait une réaction immédiate. Aujourd'hui, toutes les restrictions de visa, les expulsions, d'étudiants étrangers, il n'y a pas eu tant de résistance que ça. Et alors, ce qui a joué un peu aussi, c'est le conflit à Gaza, où en fait la droite a pris prétexte en fait d'antisémitisme pour s'en prendre à l'expression des étudiants sur les campus. Et ce qui a probablement pas aidé de ce côté-là. Bon, ceci dit, il y a quand même eu enfin, j'avais dit que on parlerait pas de Gaza, mais finalement, je vais peut-être. C'est peut-être compliqué, mais après c'est compliqué parce que c'est compliqué. Il y a quand même un retournement de l'opinion là-dessus, où aujourd'hui il y a une statistique absolument dingue qui est qu'il y a plus d'Américains qui se sentent proches des Palestiniens qui se sentent proches des Israéliens. Je sais pas si c'est encore. Ça date de quand cette statistique? C'est avant ou après le processus qui est en cours? C'était avant. Parce que je pense qu'en termes d'image, le processus qui est en cours peut changer pas mal peut changer pas mal de choses. En tout cas, les Israéliens ont totalement compris. En fait, les Israéliens ont totalement compris la façon de procéder de Trump. En même temps, entre gouvernement d'extrême droite, c'est pas bien compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de l'accueillir à la Knesset, de lui sucer la bite, vulgairement dit, et de lui donner du Monsieur Trump, vous êtes formidable, de lui donner une grosse médaille en or, etc. Et ça marche tout seul. Sur d'autres conflits, je pense à l'Ukraine où Trump change d'avis tous les 24 heures. Impossible de savoir le compromat qu'a les Russes sur lui. Des fois, il change d'avis. Enfin, c'est d'une instabilité absolue. Enfin, je sais même pas comment aujourd'hui les gens qui bossent dans l'administration. Non, ouais, mais la diplomatie. La diplomatie, merci beaucoup. Trump et diplomatie, ça va pas ensemble. La diplomatie. Il paraît que, alors comment il s'appelle déjà? Marco Rubio? Oui. Ouais. Oui. Bon. Je sais pas. Marco Rubio, le mec qui s'est battu pendant toute sa vie de sénateur pour l'aide étrangère américaine en mode on va amener de l'aide comme ça va faire de la propagande pour les États-Unis, qui est le même mec qui a démantelé le département qui gérait ça. Voilà, la stabilité de ce mec. Et pour le soft power, c'est absolument dramatique. C'est ça et la destruction de l'enseignement supérieur et des étudiants étrangers, pourquoi aller faire ses études aujourd'hui aux États-Unis? Non mais faut être sérieux 2 minutes. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'étudiant français, japonais, ce que tu veux, tu te dis je vais aller faire mes études aux États-Unis. T'as une chance de te faire arrêter par la Gestapo locale. T'es clairement pas le bienvenu vu comment les universités d'élite sont traitées par l'administration. Et on veut pas de toi. C'est un gouvernement qui dit clairement dehors les étrangers. Enfin, les États-Unis vont s'effondrer dans leur propre bêtise. Et vous savez, on fait cette émission. On a une fascination. Alors je parle devrais peut-être pas, mais tu me diras si t'es d'accord. On a une fascination pour les États-Unis, pas tant quand on est de gauche, pas tant parce que c'est un pays progressiste, etc. Mais c'est parce que c'est un pays où vraiment déjà parce que la politique est assez passionnante à suivre, plutôt d'habitude. C'est un truc qui est sans arrêt renouvelé, etc. Mais c'est surtout parce que c'est un pays où tu peux voir plein de choses différentes. Là, c'est juste en train de devenir un pays fasciste, assez bateau, sauf qu'ils ont un pouvoir économique qui va rebondir sur toute la planète entière. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont en train de sauver l'Argentine de Javier Milei, qui est un espèce d'autre dictateur, enfin peut-être pas dictateur, mais dirigeant ultra libéral et d'extrême droite.
et on en est là, quoi. Ouais, qui a provoqué l'effondrement économique de son pays, mais oui, ça, mais attends, c'est salué dans le Figaro. Hein. Oui, bon. C'est un héros pour le Figaro, hein, Pierre Minay. Vous savez, vous vous rappelez la tronçonneuse là? On est Halloween là, c'est la tronçonneuse, c'est avec Elon Musk et tout. Enfin, voilà, c'est pas des très bons bails. Je pense que la tonalité de cette saison 6 sera un peu comme ça. On va peut-être parler des élections parce qu'il en reste encore à venir. Oui. Pour terminer, il y a des élections le mois prochain, le mois de novembre. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop suivi. Tu nous dis c'est des victoires démocrates à venir. Oui, alors il y a deux États qui ont leurs élections de gouverneurs juste l'année après les présidentielles, qui sont en fait la Virginie et le New Jersey. Alors la Virginie a une certaine tradition de voter en sens inverse de la présidentielle. Donc la dernière fois c'était Biden et c'était un républicain qui avait été élu gouverneur et cette fois-ci donc les démocrates sont bien partis pour récupérer le poste. C'était presque une anomalie, je crois d'ailleurs, la Virginie pour le coup. Ouais, en fait la Virginie, alors c'est l'ancienne capitale de la Confédération. Hein. Oui, ok. Bon, ouais. mais non, mais il me semblait que le gars avait été élu et que c'était qu'il avait vraiment remporté une victoire. Alors, pas forcément oui, il y avait le contexte Covid. Les écoles avaient été fermées pendant presque un an. Oui. Bon, il avait surfé là-dessus. Bon. Non, mais il avait fait une bonne campagne républicaine. Voilà, il avait fait une relativement bonne campagne. Il était même considéré comme un espoir. L'avenir. Voilà, l'avenir du parti républicain. Bon, je pense qu'il en aura pas. PTDR. Voilà. PTDR. L'avenir du parti républicain, c'est Trump. Voilà. Il y avait juste une petite inquiétude côté démocrate, c'est qu'en fait la Virginie, c'est juste à côté de Washington DC, et donc il y a énormément d'employés fédéraux, de fonctionnaires fédéraux, et donc qui dépendent du budget fédéral pour être payés. Et donc il y avait un certain nombre de commentateurs qui disaient oui, mais si le shutdown se poursuit et que les démocrates sont blâmés pour ça, en fait ils vont perdre des voix. Non, mais a priori c'est pas le cas, et ça devrait pas empêcher les démocrates de gagner les élections. Il y a aussi un truc aussi qu'il faut pas oublier. Il y a certes le shutdown, mais il faut voir qu'une administration d'extrême droite, ça fout une sale ambiance absolument partout. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils avaient Elon Musk et tout le bazar. Enfin, c'est. Oui, parce que on parle des fonctionnaires qui sont virés actuellement. Il y a un directeur d'administration de Trump qui a en fait la main libre pour démanteler l'administration, mais ça avait commencé au tout début de son mandat avec Elon Musk qui a fait absolument n'importe quoi et virait des gens dans tous les sens. Et surtout récupérer un énorme paquet de données de l'administration, des retraites, etc. Enfin, on ne sait pas ce qu'il va faire de tout ça. Il n'est pas resté très longtemps, mais il a eu le temps de déjà causer beaucoup de dégâts. Bon. Et oui, donc pour revenir sur les élections, il y a le New Jersey. Le New Jersey, ça pourrait être un petit peu plus compliqué pour les démocrates parce que ça fait 8 ans qu'ils ont le poste de gouverneur. Mais étant donné l'ambiance actuelle, ça devrait passer quand même. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, on en reviendra sûrement dans notre émission parce que là on va bientôt y mettre fin. Mais il pourrait, si vraiment la situation devenait encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà, et il faudrait vraiment que les démocrates commencent à changer à des alliances d'État. Et là on parle quasiment de guerre civile, hein, guerre administrative en tout cas, au moins. En fait, alors c'est un petit peu ma marotte, mais moi j'étais persuadé depuis longtemps que à force de blocage au niveau fédéral, on arriverait à une situation où l'administration fédérale ne ferait plus grand chose et où les États reprendraient une partie des compétences avec éventuellement des alliances entre États. Malheureusement, on est sur une phase un peu plus active de ces choses-là, où on est au-delà du blocage de l'administration fédérale, mais la destruction active de l'administration fédérale. Et c'est plus compliqué pour les États de reprendre les compétences, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas si faciles que ça à prendre en main.
On verra ce que l'avenir nous réserve. C'est pas une saison, je suis désolé, très 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 joyeuse. Forcément qui s'annonce, mais la réalité ne nous donne pas le choix. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu veux aborder ou est-ce qu'on peut conclure cette émission de rentrée? Je fais beaucoup, déjà. Il y a déjà beaucoup de choses, oui. Donc, voilà, on va pas, voilà. On verra si le shutdown sera terminé la prochaine fois. Ou... On verra. On termine, comme on le faisait en fin de saison dernière. T'as pas oublié, j'espère, la recommandation culturelle, histoire de se changer un peu l'esprit, parce que c'est toujours important, certes, de savoir ce qui se passe, mais de garder quand même un peu en tête que le beau, le drôle et tout ça existe. Est-ce que tu as une recommandation à faire pour les gens qui voudraient un peu se changer les idées? Je peux te gagner du temps et commencer. Si vas-y. Eh bien, moi, je voudrais vous recommander un animé que j'ai regardé il y a quelques semaines. Là, ça s'appelle Secrets of the Silent Witch, donc les secrets de la sorcière silencieuse en français. Mais je crois que le titre Secrets of the Silent Witch est le titre français. Je ne veux pas trop vous en dire, ça se passe dans un univers où la magie existe, etc. Et en gros, la Silent Witch, c'est une jeune sorcière qui est au top de son niveau. Elle est ce qui s'appelle une sage. Et elle a une particularité, en fait, c'est que c'est une jeune femme extrêmement timide, qui a tout un passé, etc. Et qui arrive à faire des sorts sans dire un mot. C'est que normalement, il est sorcière doit prononcer le nom des sorts, etc. Et elle était tellement timide qu'elle a développé l'art de faire des sorts sans dire un mot. Elle est également passionnée par les chiffres et les mathématiques, etc. Et donc, elle vit reclus au beau milieu de sa cabane, voilà, au milieu de nulle part. Sauf qu'à un moment donné, elle va se retrouver obligée d'accepter une mission qui est de protéger le futur roi, donc le prince actuellement, qui se trouve menacé dans son lycée très bourgeois où il se trouve. Et donc, elle va se retrouver à se faire passer pour une lycéenne. Et ben voilà, c'est un petit peu comment cette jeune femme, la métaphore, c'est elle ressemble à un écureuil en fait. Tellement elle est timide. En fait, elle est extrêmement timide, extrêmement réservée, mais elle est totalement pétée en ce qui concerne la magie. Ça commence comme ça. C'est un animé très feel good. C'est une adaptation de light novel. Alors je sais pas si le light novel est sorti en France. Je vous avoue que j'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Mais bref, voilà. Si vous avez envie de passer juste un bon moment et regarder un animé qui a ses moments un peu plus d'émotion, mais ça va pas non plus vous prendre en traître. C'est assez drôle. L'animation est vraiment bien, notamment l'animation de l'héroïne qui fait des têtes absolument incroyables. Voilà, ça s'appelle Secret of the Silent Witch. C'est un animé très fun, très feel good et qui remet qui parle pas de grand chose, mais qui a quand même une idée, c'est de dire que la gentillesse c'est pas une faiblesse. Et que, en tout cas, les gens sont capables de se battre pour la gentillesse. Je te laisse la main et puis on terminera cette émission. Ouais, alors c'est pas tout à fait une nouveauté, mais bon, vu que le tome 16 de Yotsuba vient de sortir, Yotsubato, ouais. Voilà, toujours, bon, hein. Voilà. Si vous connaissez pas Yotsuba, c'est une petite gamine de 5 ans qui est toute joyeuse, toujours optimiste, toujours un regard, un regard plein de candeur, de naïveté sur la vie et ben il y a jamais rien de négatif dans ce manga et oui, on en a dont le slogan est Enjoy Everything. Voilà. Si je me souviens bien. J'ai pas encore lu le tome 16, mais je me le garde dans un coin. C'est vraiment le truc où quand ça va vraiment pas, je me sortirai le tome 16 de Yotsuba pour essayer de remonter un peu la pente. Merci Isnogu d'avoir participé une fois de plus à cette émission. On se retrouve dans à peu près un mois, on va dire. On fera au moins une émission avant la fin de l'année. On vous dira d'ailleurs si le shutdown est toujours là-bas. Et faut savoir, juste pendant que tu parlais, j'ai essayé de regarder, mais figure-toi que le New York Times n'en parle même pas du shutdown. Donc voilà, c'est vraiment, ça passe en arrière-plan. Je sais pas quand est-ce que ça reviendra dans l'actualité américaine, mais peut-être vraiment quand ils s'apercevront que tout est fermé. Les priorités du New York Times. Oui, voilà. Mais c'était l'occasion de cracher un peu sur le New York Times. Ça fait jamais de mal. Et ben voilà. On vous dira tout, et en tout cas,
En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, réfléchissez vraiment bien si vous devez aller aux États-Unis, parce que voilà, parce que ce qu'on vous dit est réel, les dangers sont réels, donc voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et si vous connaissez, si vous avez des proches ou des amis, voilà, qui sont américaines ou américains, et ben voilà, bon courage à eux et à vous. Voilà, on se quitte. Ciao, ciao. Merci, à la prochaine. À la prochaine.